Avant de plonger dans cette vérité souvent cachée, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous donnons des mots à ce que d'autres ont préféré taire. Tu n'es pas seul. Il existe une douleur discrète, mais profonde. Elle ne laisse pas de bleu, ni de cicatrices visibles. Elle ne hurle pas. Elle s'installe en silence, dans les replis du cœur d'un enfant qui aurait tant voulu être vu, entendu, protégé, mais qui ne l'a pas été. Cette douleur naît non pas uniquement de la violence directe, mais de ce regard familier, celui d'un frère ou d'une sœur, qui a tout vu et n'a rien fait. On grandit en croyant que la blessure vient de celui qui frappe, crie ou humilie. Mais avec le temps, on découvre un vide plus douloureux encore, l'absence de celui ou celle qui aurait pu dire non, qui aurait pu tendre la main, qui aurait pu dire « je te crois ». Ce frère, cette sœur, témoin silencieux de ton combat, devient paradoxalement une autre source de souffrance. Car leur silence est un choix de rester à l'écart, de ne pas troubler la fausse paix familiale. Et dans ce choix, l'enfant blessé se sent trahi 2 fois. Une fois par le parent qui agresse, une deuxième fois par celui qui regarde et détourne les yeux. L'enfant invisible naît ici. Il comprend très tôt qu'il ne sera pas sauvé, que personne ne viendra. Il apprend à se taire, à s'effacer, à minimiser ce qu'il ressent. Car si même son propre frère ou sa propre sœur ne le défend pas, à quoi bon parler? Ce silence, qui aurait pu être un refuge, devient une prison. Et cette prison, on la transporte avec soi bien après l'enfance. Ce chapitre ne vise pas à condamner, mais à nommer cette forme de douleur que peu osent évoquer. Car dans les familles, on préfère souvent protéger l'image plutôt que la vérité. On pardonne au nom du sang, on minimise au nom de l'harmonie. Mais à quel prix? Le prix du cœur d'un enfant devenu adulte sans avoir jamais été vraiment vu. Ce n'est pas le cri du bourreau qui résonne encore dans l'esprit. C'est l'absence de réaction de celui qu'on aimait, celui en qui on croyait, celui qui, par sa simple présence, aurait pu changer quelque chose. Et c'est là que commence notre voyage. Comprendre que le vrai traumatisme, parfois, ne vient pas de la violence, mais du silence. Un silence qui te fait douter de ta propre valeur, de ta propre vérité. Dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans ce rôle souvent invisible mais déterminant, celui du frère ou de la sœur qui a préféré la paix apparente à la vérité. Un rôle qui ne se contente pas d'ignorer, mais qui participe à maintenir le système en place. Dans certaines familles, surtout celles marquées par des dynamiques narcissiques, chacun des enfants reçoit inconsciemment un rôle. L'un devient le héros, celui qu'on montre. L'autre le bouc émissaire, celui qu'on blâme. Un autre encore devient transparent, presque effacé. Et puis, il y a celui dont on parle peu, le facilitateur. Celui qui, sans hausser la voix, renforce l'ordre établi. Ce frère ou cette sœur n'a peut-être jamais levé la main, n'a jamais prononcé une insulte. Mais en restant neutre, en cherchant à éviter les conflits, il a permis au système de continuer. Il ne s'agit pas d'inaction naïve. C'est souvent une stratégie inconsciente pour survivre dans une maison où la vérité dérange, où l'amour est conditionnel et où remettre en question l'autorité familiale revient à trahir l'ensemble du noyau. Et pourtant, pour l'enfant qui souffre, cette neutralité fait mal, très mal, car l'amour qu'il ressentait pour ce frère ou cette sœur devenait un espoir. Peut-être que lui, il me croira. Peut-être qu'elle, elle me défendra. Mais au lieu de cela, il a reçu des regards fuyants, des silences gênés, des gestes d'évitement. Et pire encore, parfois des sourires complices avec l'agresseur, comme pour dire « ce n'est pas si grave ». Le facilitateur n'est pas seulement silencieux. Il est souvent celui qui apaise les tensions, au prix de la vérité. Celui qui dit « tu exagères, ce n'était pas comme ça » ou « tu sais comment il est ». Des phrases qui peuvent paraître anodines, mais qui, pour la victime, sont des coups invisibles. Elles déforment sa réalité, elles sèment le doute, elles effacent son vécu. Et ce doute devient une fissure intérieure. On se demande, est-ce que j'ai inventé? Suis-je trop sensible? Pourquoi mon propre frère ne voit-il pas ce que je vis? Cette confusion ronge, lentement, profondément. Elle empêche la reconstruction, elle bloque le processus de guérison. Le rôle du facilitateur est aussi nourri par la peur. Peur de perdre sa place, peur de devenir la cible, peur de briser l'image familiale. Alors il choisit la sécurité. Il se range du côté du plus fort. Et dans cette décision,
il affaiblit la voix de celui qui, justement, aurait tant eu besoin d'être entendu. Ce chapitre est un miroir. Il ne juge pas, mais il éclaire. Car comprendre ce rôle, c'est aussi se libérer de la culpabilité d'avoir espéré. C'est réaliser que ce frère ou cette sœur n'était peut-être pas un allié, même s'il portait ton sang. Et c'est en regardant cette vérité en face que l'on peut avancer. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer comment ce rôle du facilitateur s'est construit. Comment un enfant devient, lentement, un prolongement du système qui l'a façonné. Il est facile de croire que le frère facilitateur est simplement quelqu'un de lâche ou indifférent, mais la vérité est souvent plus complexe. Pour comprendre son silence et sa posture, il faut revenir à l'origine, à cette enfance partagée où chacun, à sa manière, a dû trouver une stratégie pour survivre dans un environnement instable ou toxique. Dans les systèmes familiaux narcissiques, l'amour est conditionnel. Il faut mériter sa place. Certains enfants choisissent de crier leur souffrance, d'autres de se rebeller, mais d'autres, comme le facilitateur, choisissent l'adaptation. Ils comprennent vite qu'en imitant l'agresseur, en lui donnant raison, ils obtiennent une forme de paix. Ils ne sont pas punis. Ils sont même parfois valorisés. C'est ici qu'entre en jeu un mécanisme bien connu en psychologie, l'identification à l'agresseur. Décrit par Anna Freud, ce processus permet à un enfant de se sentir plus en sécurité en devenant semblable à celui qui fait peur. En copiant ses comportements, en adoptant son langage, il devient intouchable. Il cesse d'être une cible. Il devient complice, souvent sans en avoir conscience. Mais ce choix a un prix, celui de l'authenticité. Comme le dit Gabor Maté, l'enfant sacrifie sa vérité intérieure pour conserver l'amour extérieur. Il apprend à nier ses émotions, à désavouer ce qu'il voit pour rester dans les bonnes grâces du parent dominant. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la survie, pure et simple. Et cette survie devient une seconde peau. L'enfant puis l'adolescent, et enfin l'adulte, ne sait plus vraiment qui il est en dehors du rôle qu'il joue. Il devient le gardien de la façade familiale. Il répète les mots du parent narcissique, minimise les conflits, ridiculise les émotions des autres. Non pas par cruauté, mais parce qu'il n'a jamais appris autre chose. Le frère facilitateur est donc le produit d'un système. Un enfant qui, pour ne pas sombrer, a décidé inconsciemment de devenir un pilier de l'illusion familiale. Et dans cette posture, il a trahi sans le vouloir ceux qui comptaient sur lui. Ceux qui espéraient un regard de compassion, une main tendue, un mot qui console. Mais comprendre cela ne signifie pas excuser, cela signifie reconnaître la mécanique profonde derrière le rôle. Cela signifie aussi poser une frontière claire. Ce n'est pas parce qu'il a souffert aussi qu'il avait le droit d'annuler ta douleur. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer comment ce frère, devenu rouage du système, joue un rôle actif dans la réécriture des faits. Comment il devient le gardien de la narration familiale, au détriment de ta vérité. Lorsque le silence devient structurel, il cesse d'être un simple acte de non-intervention. Il devient une stratégie collective. Dans les familles marquées par le narcissisme, tout repose sur l'image, ce qu'on montre à l'extérieur, ce qu'on prétend à l'intérieur. Et pour maintenir cette illusion, il faut réécrire l'histoire, dénaturer les faits, éteindre les voix qui dérangent. C'est ici que le rôle du frère facilitateur prend une autre dimension. Il ne s'agit plus seulement de ne pas voir, il devient celui qui raconte autrement, celui qui justifie, qui atténue, qui transforme l'agresseur en parent fatigué, en mal compris, en trop exigeant mais plein d'amour. Il devient le gardien d'une mémoire falsifiée, le narrateur officiel d'une histoire que tu ne reconnais pas. Tu parles de ce que tu as vécu et il l'appelle exagération. Tu exprimes une blessure, il la recadre comme hypersensibilité. Chaque mot que tu prononces est retourné, tordu, vidé de sa force, non pas parce qu'il te déteste, mais parce que ta vérité menace l'équilibre fragile du mensonge familial. Ce frère devient, sans toujours le savoir, un complice actif. Il ne protège pas seulement le parent toxique, il protège aussi l'histoire dans laquelle il s'est construit. Reconnaître la vérité, c'est risquer l'effondrement. C'est devoir revoir toute sa vie, ses souvenirs, sa propre légitimité. Alors, il préfère nier, il préfère t'effacer. Mais pour toi, c'est une deuxième trahison. Non seulement tu as été blessé par le parent qui aurait dû t'aimer sans condition, mais en plus,
celui avec qui tu partageais l'enfance, est devenu le gardien de la version officielle. Une version où tu es instable, ingrat ou simplement trop dramatique. Ce sentiment de trahison est difficile à porter. Parce qu'il vient de quelqu'un que tu aurais voulu garder près de ton cœur. Parce qu'il vient de celui qui aurait pu être témoin, mais qui a choisi le rôle de juge. Et parce qu'il isole davantage encore. Si même ton frère ne croit pas à ton histoire, à qui peux-tu la confier? Ce chapitre est une reconnaissance, une façon de mettre des mots sur cette douleur étrange, celle d'être effacé vivant, d'être contredit par le sang de son sang, de voir sa mémoire contestée non pas par des étrangers, mais par ceux qui ont partagé la même maison, les mêmes murs, les mêmes nuits d'enfance. Dans le prochain chapitre, nous allons parler du deuil, non pas du parent toxique, mais de ce frère idéalisé, celui que tu espérais, que tu as attendu, et qui n'est jamais venu. Nous parlerons du fantôme du pardon que tu attends encore, et du piège de l'espoir qui retarde ta libération. Il y a un deuil dont personne ne parle, un deuil silencieux, intime, qui ne porte pas de nom officiel. C'est celui du frère que tu espérais, de cette version de lui que tu avais construite dans ton cœur, un allié, un confident, un refuge. Tu l'as attendu. Tu lui as laissé la porte entr'ouverte pendant des années. Peut-être encore aujourd'hui. Tu t'es dit, un jour il comprendra. Tu as imaginé ce moment où, enfin, il te regarderait avec des yeux clairs, où il dirait ces mots que tu as si souvent rêvé d'entendre. Je suis désolé, j'ai vu. Je n'ai rien fait, mais j'aurais dû. Ce fantasme, ce besoin viscéral de reconnaissance n'est pas une faiblesse. C'est le cri du lien brisé qui cherche à être réparé. Mais plus le temps passe, plus ce pardon semble lointain. Et tu commences à comprendre, il ne viendra peut-être jamais. Car pour qu'il vienne, ton frère devrait affronter ce qu'il a fui toute sa vie. Il devrait plonger dans cette vérité qu'il a passé des années à éviter. Et cela, beaucoup n'en ont pas la force. Alors tu restes là, suspendu dans un entre-deux douloureux. Tu n'es plus dans la violence du passé, mais pas encore dans la paix du présent. Tu espères encore. Et cette espérance devient une cage. Chaque fois que tu avances, l'idée de ce pardon te retient, comme une chaîne invisible. Tu ne veux pas lâcher, parce que lâcher signifierait reconnaître qu'il ne viendra pas. Et pourtant, c'est là que se trouve le vrai piège du trauma affectif. Tu continues à te blesser, à te négliger, à t'oublier, en attendant l'amour d'un frère qui n'a pas choisi de te voir. Tu lui offres un espace dans ton cœur qu'il ne remplit pas. Tu réorganises ton intérieur pour une visite qui ne vient jamais. Ce chapitre n'est pas là pour t'endurcir, mais pour t'ouvrir doucement les yeux. Il n'y a pas de honte à avoir espéré. Tu as aimé, et c'est beau. Mais il est peut-être temps de regarder en face cette blessure qui ne guérit pas parce qu'elle continue d'espérer être réparée de l'extérieur. Le pardon que tu attends peut te hanter comme un fantôme. Il te murmure que tu n'es pas encore complet tant que tu ne l'as pas reçu. Mais c'est faux. Tu peux être entier sans ses excuses. Tu peux guérir sans qu'il comprenne. Ta vérité ne dépend pas de sa validation. Dans le dernier chapitre, nous parlerons de cette liberté qui ne demande plus de permission, de ce moment où l'on cesse d'attendre, où l'on reprend sa voix, où l'on cesse de vivre dans le regard de l'autre pour enfin se voir soi-même avec vérité et tendresse. Il arrive un moment, discret mais décisif, où quelque chose bascule à l'intérieur. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une rupture théâtrale, c'est un silence différent, un silence habité, celui de quelqu'un qui a cessé d'attendre, qui n'a plus besoin qu'on reconnaisse sa douleur pour la valider, qui comprend que sa liberté ne dépend plus de ceux qui l'ont niée. Se libérer du passé ne signifie pas l'oublier, cela signifie le regarder avec des yeux neufs. C'est reconnaître ce qui a été, sans le laisser dicter ce qui sera. Tu peux honorer ta blessure sans la laisser diriger ta vie. Tu peux pleurer ce frère idéalisé, puis ranger ce rêve avec tendresse, comme on plie une lettre jamais envoyée. La vraie révolution n'est pas bruyante. Elle ne cherche pas à convaincre, elle ne réclame plus. Elle dit simplement « Je me choisis ». Et cela change tout. Car pendant des années, tu as attendu qu'on te voie, qu'on t'entende, qu'on t'aime d'une manière que tu méritais. Maintenant, c'est à toi de le faire. Non pas par orgueil, mais par justice envers toi-même. Tu n'as pas besoin qu'ils admettent. Tu n'as pas besoin qu'ils s'excusent. Leur refus de voir n'efface pas ta vérité. Leur silence ne réduit pas ton vécu.
Ce que tu as ressenti était réel. Ce que tu as enduré mérite d'être reconnu, par toi avant tout. Et en te donnant cette reconnaissance, tu brises la dernière chaîne, celle de la dépendance affective envers ceux qui t'ont blessé. Tu arrêtes de leur tendre la clé de ton apaisement. Tu cesses de leur confier le pouvoir de te rendre entier. Car tu l'es déjà. Brisé, réparé, recomposé, mais entier. Ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura encore des jours de doute, des souvenirs qui piquent, des envies de retomber dans l'attente. Mais désormais, tu auras un repère, toi. Ta voix intérieure, ton regard doux sur l'enfant que tu étais et l'adulte que tu deviens. Peut-être que ton frère ne comprendra jamais. Peut-être qu'il continuera à raconter une autre histoire. Mais toi, tu n'as plus besoin de corriger la sienne. Tu as la tienne, claire, stable, vivante. Alors marche avec elle. Laisse les illusions derrière. Et si un jour quelqu'un frappe à ta porte avec des regrets sincères, tu décideras librement s'il y a encore une place pour lui. Mais d'ici là, ne suspends plus ta vie à une hypothèse. Elle t'attend ici et maintenant. Ta liberté ne dépend plus d'eux. Elle commence à l'instant où tu te vois, vraiment. Où tu te crois, sans justification. Où tu existes, pleinement, sans demander la permission. Merci d'avoir marché jusqu'ici. Si ce voyage a mis des mots sur ta douleur, n'hésite pas à partager, commenter ou simplement t'abonner, parce que ta voix mérite d'être entendue, et ta vérité d'être honorée.